Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Voici donc les journalistes qui vous poseront des questions ce soir. Michael Tapoutou, journaliste aux Nouvelles de Tahiti, Marie-Christine Depape de Polynésie Première Radio et Hélène Arté de Polynésie Première Télé. Installez-vous, je vous en prie. Bonsoir à tous, bienvenue donc dans ce troisième et dernier face-à-face pour ce premier tour des territoriales à 4 jours du scrutin. Ce soir, Te Varofritch face à la presse. La tête de liste Atia Polinetia se lance pour la première fois dans la course aux territoriales après une première tentative l'année dernière lors des législatives face aux électeurs soutenus par les anciens représentants Totatoaïa de l'Assemblée par une petite dizaine de maires. À quoi ressemble le vrai changement promis par le Parti jaune ? Et quelles réformes propose-t-il pour redresser le pays? C'est ce que nous allons voir ce soir. 50 minutes de débat en français, puis 50 minutes en tahitien juste après. Le candidat répondra aux questions des journalistes télé, radio et presse écrite. Et tout au long de l'émission, vous pouvez réagir par SMS au 70 11. Le candidat vous a-t-il répondu? Vous a-t-il convaincu, oui ou non? 15 minutes d'abord consacrées au volet social, puis 15 minutes pour le programme économique et enfin 15 minutes consacrées à la politique. Et on commence tout de suite avec le programme social et Hélène Arté. Bonsoir Te Varofritch. Bonsoir Hélène. Alors vous avez été ministre au sein de 3 gouvernements, ceux de Floss, Tongsang et Temaru, et aucun d'eux n'a réellement fait ses preuves pour atténuer la crise. Pourquoi réussiriez-vous aujourd'hui tout seul, finalement, avec les mêmes idées que vous défendez depuis 10 ans? D'abord, je ne suis pas seul, puisque effectivement c'est une équipe qui s'est constituée. Nous avons samedi dernier mobilisé plus de 3000 personnes, près de 4000 même, sur la place Tarahoe. Il y a donc une population qui se lève avec nous et des maires, des personnes plus expérimentées, mais aussi des personnalités de la société civile qui ont choisi de se lever avec moi dans le cadre de ces élections. Qu'est-ce qui a changé entre le Te Varofritch qui était ministre de ces gouvernements et le Te Varofritch d'aujourd'hui? Alors j'ai été ministre, effectivement, période relativement courte. Vous savez que la plus courte a été de 51 jours. J'étais ministre des Finances. Et la plus longue? Et la plus longue a été de quelques mois, un peu plus d'1 an à peine. Et donc ça n'a pas permis de mener des réformes de fond. Et c'est aussi le constat que j'ai pu faire, c'est que notre pays a besoin de changements profonds. Et si nous remettons en place les anciens présidents, ceux qui ont construit le système dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous n'y arriverons pas. Et alors justement, vous dites incarner le vrai changement, je vous cite. Pourquoi y a-t-il des candidats qui incarnent selon vous un mauvais ou un faux changement? Ils n'incarnent pas le changement, tout simplement. Taïva Manouzaï incarne le changement. Il s'est appelé la relève. Et je pense qu'il doit faire partie de ces personnes qui souhaitent regarder vers l'avant. Mais je souhaite effectivement que nous portions ce vrai changement avec Atia Polinetia, parce que la Polynésie a besoin d'évoluer. Ça fait 30 ans que nous vivons dans un système qui a été créé, alors sous l'ère du nucléaire, sous l'ère de Papa Chirac, comme il est dit par d'autres candidats. Mais cette page doit être tournée, cette page de notre histoire doit se tourner. Il faut retrouver un équilibre dans notre société polynésienne. Il y a un meilleur partage des richesses également à mettre en place. Et il y a surtout une population aujourd'hui qui est en situation de crise et qui rejette d'ailleurs la classe politique globalement parce qu'elle ne trouve pas de solution. Elle n'a pas trouvé de solution dans les gouvernements qui se sont succédés. Alors dans votre discours lors du congrès d'Atia Polinetia samedi soir justement, vous avez déclaré vouloir faire beaucoup mieux avec ce que l'on a, je vous cite. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un peu de bon sens suffira à sortir la Polynésie de la crise et que tous les anciens dirigeants ont manqué finalement de discernement? En tout cas, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel de l'objet de la politique, qui est celui de servir l'intérêt général. Et effectivement, il ne faut pas oublier que nous sommes certes un pays vaste comme l'Europe, un océan vaste comme l'Europe, mais nous sommes moins de 300 000 habitants. Et donc, il faut revenir à plus de bon sens, plus de mesures. Arrêtons de courir après des projets pharaoniques, je crois que nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Arrêtons de mettre en place des systèmes que l'on ne peut pas payer. Et arrêtons de systématiquement vouloir taxer la population pour finalement les intérêts de quelques-uns qui ont pu diriger le pays. Je crois que ce système est révolu. Alors, relancer l'économie de la Polynésie, on en parlera tout à l'heure avec Marie-Christine Depape, cela va prendre du temps, plusieurs années même. En même temps, il y a des urgences, vous le savez, des familles sans ressources. Qu'est-ce que vous leur proposez au lendemain du 5 mai si vous êtes élu? D'abord, je voudrais dire aux Polynésiens qu'il est important que nous trouvions tous ce nouvel équilibre. Il est nécessaire que l'ensemble des habitants de Polynésie française participent à retrouver cet équilibre. On ne peut pas continuer à avoir une certaine partie de la population qui vit bien et qui peut s'en sortir finalement, et une autre de plus en plus nombreuse qui regarde le train passer. Il faut donc que
ceux qui aujourd'hui s'en sortent le mieux acceptent de cotiser davantage pour permettre de mieux redistribuer les richesses de notre Cotiser pays. plus, c'est-à-dire vous allez augmenter la CST, faire des tranches différentes en fonction des ressources? Absolument. Je crois qu'il faut effectivement que sur les hauts salaires et les très hauts salaires, il y ait davantage de À cotisations. partir de combien? La CST, nous le verrons à ce moment-là, en concertation également avec les organismes en charge de ces questions-là. Mais ce qui est important, c'est que les très hauts salaires cotisent davantage. Et je crois qu'un certain nombre d'entre eux sont prêts à le faire. Par contre, ils souhaitent savoir où va aller cet argent. Et il est important de ramener aussi de la transparence et de la lisibilité dans les actions publiques. Donc, c'est une première mesure que nous prendrons. Faire en sorte que ceux qui gagnent beaucoup d'argent dans notre pays cotisent davantage pour le redistribuer et aider ceux qui en ont le plus besoin. Alors, le redistribuer de quelle manière? On a beaucoup parlé de caisse de chômage. Émile Vernier souhaite par exemple un revenu minimum de solidarité, le RSA. À quoi vous êtes favorable? D'abord, je pense, si nous restons dans le domaine de la protection sociale, qu'il faut rétablir la répartition de ce qu'on appelle les prestations familiales. Aujourd'hui, ça ne couvre que 7% des dépenses de la protection sociale. Il y a aujourd'hui des personnes qui gagnent très bien leur vie et qui touchent des allocations familiales. Il est important de le mettre sous condition de revenu et de faire en sorte que ceux qui en ont le plus besoin les touchent. Ça passe aussi par ce biais. La redistribution passe aussi par ces réformes à mener sur la protection sociale. Ensuite, nous pensons que c'est l'emploi qui est la priorité prochaine élection et de cette prochaine mandature. Il faut ramener de la dignité dans nos familles, et nous en parlerons tout à l'heure avec Marie-Christine. Il faut ramener de la dignité, parce qu'on ne peut partager la richesse, on ne peut partager que la richesse que l'on a créée. Et il est important donc que l'on ramène de l'activité économique et qu'on ramène l'emploi dans les familles. Donc un emploi, on l'a compris, mais pas de caisse de chômage ou de revenu minimum. Nous pensons mettre en place un fonds d'aide au retour en activité. Nous l'avons appelé le FARA, pour l'adapter au contexte polynésien. Ce n'est pas une caisse de chômage. Concrètement, ça se passera comment? C'est un fonds d'aide qui va venir aider à la formation, à la reconversion des personnes qui ont perdu involontairement leur emploi. Elles y auront droit. Et ça nous permettra effectivement d'accompagner ces personnes vers une nouvelle carrière, vers de nouveaux métiers. On ne peut pas les laisser de côté. En échange, ils toucheront une indemnité qui sera prise en charge, bien entendu, par la collectivité. C'est important, ce FARA. Nous pensons également modifier les dispositifs des emplois aidés, les CEPIA aujourd'hui, qui s'adressent aux jeunes. Certains nous promettent un retour des DIGE et des SIGE, c'est-à-dire un petit peu d'argent pour un petit temps. Nous, ce que nous souhaitons, c'est faire en sorte que nos jeunes entrent dans le monde des entreprises. Et donc, ces emplois aidés, arrêter de les distribuer pour nettoyer les bords de route, mais amener nos jeunes sur deux types de contrats, celui de l'apprentissage ou celui de l'alternance en entreprise. Alors, en matière de social, justement, le sauvetage de la CPS devrait être une des priorités des candidats. Mais dans votre programme, vous restez assez évasif. Comment allez-vous vous y prendre pour sauver la CPS? D'abord, et c'est pour ça que je parle de l'emploi, c'est quand même l'une des premières préoccupations. Vous avez moins de cotisants aujourd'hui, et donc c'est l'une des sources du déficit. Ensuite, bien entendu, il faudra que nous menions, avec le concours des professionnels de santé, une grande politique pour limiter les dépenses de santé dans notre pays. Depuis que la protection sociale a été créée, il y a une augmentation de ces dépenses de près de 7% par an. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut à un moment que l'on vienne mettre en place des politiques également de prévention. Vous savez aujourd'hui que la moitié... Qui prennent beaucoup de temps, Théva Rouffiche, vous le savez. Donc, bien entendu, mais il faut bien commencer un jour. Bien sûr, mais il y a des urgences en matière de retraite, par exemple. Alors, est-ce que vous allez garantir le montant actuel des retraites et l'âge actuel de départ à la retraite? Il faudra forcément prendre des mesures impopulaires. Il faudra prendre des mesures courageuses. Je pense qu'elles sont impopulaires si elles ne sont pas comprises. Et donc, il faudra mettre en place une large concertation dans notre pays. Il est fini le temps où le président ou une toute petite équipe décidait pour l'ensemble de la population. Si je suis président demain, j'organiserai ces concertations de manière à ce que nous puissions tous ensemble prendre les réformes nécessaires, parce qu'il faut les prendre. Le système de retraite, on nous annonce une faillite à 2017. Il est important de prendre des décisions maintenant. Pourquoi, selon vous, elles n'ont pas été prises, ces décisions, jusqu'à présent? L'instabilité politique a beaucoup pesé sur la situation de notre pays. On n'a même pas toutes les sauces, l'instabilité politique, mais en fait, la CPS, c'est quand même un outil qui est important, et donc on aurait pu trouver un consensus malgré l'instabilité politique. Oui, mais vous avez remarqué que le gouvernement est absent des grandes décisions, parce qu'aujourd'hui, il siège au conseil d'administration du RGS, parce que c'est le conseil d'administration d'un des régimes, en tant qu'employeur et pas en tant que gouvernement. Il est important que le gouvernement aussi prenne ses responsabilités. Et pour cela, il a besoin d'avoir une majorité forte à l'Assemblée et d'être élu sur un programme de réforme. C'est pour ça que nous proposons un programme de réforme. Donc il y aura forcément des mesures assez drastiques au niveau des retraites, au niveau social, au niveau de la CPS. Vous confirmez qu'il faudra quand même changer un petit peu le fonctionnement?
il ne faut pas mentir aux Polynésiens. Il y a un système qui a vécu et qui ne peut plus continuer. Un système qui a été fondé sur une autre époque, sur ces retombées du nucléaire. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas préparé. On a eu l'impression qu'on a mené des actions, qu'on a mis en place des systèmes sans penser au lendemain. Vous savez, c'est l'histoire de la cigale et de la fourmi. On est déjà à la moitié du temps pour cette partie. Toujours sur cette réforme de la CPS, quid des professions libérales? Il y a eu beaucoup de conflits avec les médecins libéraux, avec les formations. Est-ce qu'une réforme est vraiment possible sans se mettre à dos ces professions-là qui travaillent, les infirmiers également? Bien sûr, je pense que c'est une question de méthode. Malheureusement, parce que je l'ai suivi comme beaucoup de Polynésiens, lors des discussions qu'il y a eu, on a cherché des boucs émissaires. On a voulu montrer du doigt une partie des professionnels de santé ou une partie des acteurs du système de protection sociale en les rendant responsables de tous les maux. Et lorsqu'on fait ça, et je l'ai connu également dans la permaculture pour l'avoir expérimenté dans d'autres secteurs, lorsqu'il faut des réformes majeures, il faut faire en sorte de privilégier avant tout la concertation et le dialogue. Ce n'est pas ce qui a été fait. Et ce n'est pas avec la logique de bouc émissaire qu'on va mettre tout le monde autour d'une table. Les professionnels de santé, je les ai rencontrés et un certain nombre d'entre eux font des propositions très constructives et sont prêts à faire des efforts également de leur côté. Mais ils souhaitent être respectés et ils souhaitent qu'il y ait de la transparence totale sur l'ensemble des acteurs qui sont chargés de cette réforme. Est d'ailleurs sur une des sections, c'est un signe. Monsieur Follin également, effectivement, oui. En tout cas, c'est un signe que, eh bien, non seulement ces professionnels de santé doivent prendre part à ce dialogue nécessaire pour la réforme, mais comme Monsieur Follin, ils souhaitent également prendre part à la vie de notre société parce que ce sont des acteurs incontournables de notre vie en société. Ils reçoivent aujourd'hui et rendent des services énormes, tous ces médecins et ces infirmiers, auprès de notre population. Pas de médecins cubains alors? Il n'est pas question d'aller chercher des médecins cubains. Je crois que nous avons la chance d'avoir une médecine française parmi les meilleures au monde. Trouvez-vous normal aujourd'hui que, par défaut de capacité de soins, beaucoup de Polynésiens aillent en Nouvelle-Zélande, alors que nous avons en métropole des médecins parmi les meilleurs au monde? Il faut privilégier cette médecine française, et je crois que l'hôpital que nous avons mis en place, qui a coûté très cher au pays, doit être... on doit associer à nouveau l'État et associer la métropole au fonctionnement de cet hôpital et faire en sorte que ce soit une vitrine dans l'ensemble du Pacifique de la médecine française. Il reste 5 minutes, Hélène Arté. On parle peu des archipels et des îles isolées dans cette campagne. Qu'est-ce que vous proposez à tous ceux qui se sentent oubliés et qui paient au prix fort au quotidien leur isolement géographique? Eh bien d'abord, je tiens à leur dire que nous allons changer de système. Le système précédent a consisté à planter un énorme arbre à Tahiti, à Papeete, et il a été arrosé de ces transferts financiers, et on a fait en sorte que les branches de cet arbre aillent dans tous les archipels. Et le principe était celui-là, c'est-à-dire que dès lors qu'un fruit venez à pousser sur les branches, dans les archipels, vous pourrez cueillir le fruit, mais vous demandez l'autorisation à Papeete. Nous, ce que nous souhaitons, c'est planter des arbres partout dans notre pays. Les richesses vont venir des archipels. Les richesses viennent déjà, d'ailleurs, d'un certain nombre de ces archipels. Le tourisme au Raromatei. Au Raromatei, vous avez également une possibilité d'agriculture, de développement agricole. Aux Marquises, vous avez des capacités énormes, aussi bien en matière de pêche que d'agriculture, et en matière touristique et de culture. Au Tuamotu avec la perle noire, aux Australes, le grenier de la Polynésie. Pour le quotidien de ces gens qui habitent dans les îles, qui paient au prix fort l'alimentation, qui paient beaucoup de choses beaucoup plus chères à Tahiti qu'à Tahiti, par exemple, qu'est-ce que vous leur proposez? Nous mettrons en place ce que l'on appelle la décentralisation, c'est-à-dire qu'il faut, à un moment, mieux répartir les compétences et les pouvoirs en Polynésie française. La communauté de communes des Marquises doit donner l'exemple. Il est important que les maires, les tavanas se réunissent et que l'on transfère non seulement des compétences, mais également des moyens pour que les décisions se prennent au plus près des citoyens de ces archipels. Il est fini le temps où il faut tout centraliser à Papeete. On a reproché à Paris d'être un pouvoir centralisateur. C'est pourtant ce système qui a été mis en place en Polynésie. Deux dernières questions, Teva Roufrich. On parle un peu fiscalité à présent. Tous les candidats souhaitent la réformer, cette fiscalité. De quelle manière voulez-vous, vous, la réformer? Êtes-vous favorable à l'impôt sur le revenu? Je suis contre l'impôt sur le revenu parce que je pense qu'on dit beaucoup de choses sur cet impôt, mais on ment beaucoup aussi. Il y a la CST que vous allez réformer, donc c'est un peu un impôt de toute façon. La sur le revenu. CST est la bonne formule, il faudra revoir les tranches, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais l'impôt sur le revenu, notamment en période de crise, va venir peser davantage sur les classes moyennes et non pas sur les plus riches de notre société. Et en pesant sur les classes moyennes, ça va venir empêcher, gréver davantage la consommation. Et là, ça sera la fin de notre système économique. Ce qui est important, c'est mener une réforme de la fiscalité. Mais on en parle très peu dans cette campagne. C'est la fiscalité des entreprises qu'il faut réformer. Il faut arrêter de taxer autant l'activité. On vient taxer beaucoup l'activité chez les entreprises, c'est-à-dire qu'une entreprise qui commence à pouvoir grossir, à avoir un volume plus important, est de plus en plus taxée. Il faut libérer les énergies, redonner de l'oxygène aux entreprises pour qu'elles embauchent
Et c'est ça la meilleure clé que nous allons pousser. Alors, une dernière question, Teva Rohfritsch. Vous avez fait de brillantes études, hein, vous avez un CV conséquent et vous avez occupé des postes importants, aussi bien en tant que ministre que dans le secteur bancaire aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous adresser principalement aux catégories socio-professionnalisées, ou ce qu'on appelle les CSP+, dans cette campagne, aux directeurs, aux chefs d'entreprise, à ceux qui habitent Tahiti? Est-ce que vous êtes assez consensuel, Teva Rohfritsch? Écoutez, les électeurs répondront le 21 avril. Mais des différentes rencontres que j'ai pu avoir dans l'ensemble du pays, il y a toute une population, et pas simplement les CSP+, qui se lèvent avec Hatia pour Inetia. Au Rarumatei, nous avons réuni plus de 6000 personnes dans nos différentes rencontres. Vous avez vu le succès qu'il y a eu à Place Tarahui. Il n'y a pas eu que des CSP+. Il y a une véritable volonté de changement dans notre pays. Je suis avant tout un enfant du pays. J'ai certes eu la chance de faire des études et j'ai travaillé pour. Et je souhaite aujourd'hui mettre tout ce que je sais à disposition de mon pays, m'y consacrer, parce que je crois qu'une page doit se tourner et il faut construire l'avenir. Il faut qu'on regarde vers l'avant, tous ensemble. Merci, Teva Rohfritsch. Vous n'êtes pas le candidat des patrons, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de patrons derrière vous. Certains vous reprochent, vos opposants politiques, d'être justement le candidat des patrons. Je souhaite être le candidat de l'emploi et avant tout favoriser la capacité à la fois des patrons, des chefs d'entreprise et des jeunes de pouvoir se rencontrer sur le marché du travail et faire en sorte que nous créions tous de l'emploi, parce que c'est ce qui va redonner de la dignité aux familles. Et tant mieux si les patrons retrouvent confiance avec ma candidature, parce que ça nous permettra de développer notre pays. Alors on va regarder tout de suite les SMS avant de passer à la partie économie. 545 SMS reçus pour cette première partie d'émission. On va regarder les résultats tout de suite. 70% de téléspectateurs sont convaincus, 30% ne le sont pas. Vous pouvez continuer de voter par SMS. Le candidat vous a-t-il convaincu? Oui ou non? Marie-Christine de Pape pour la partie économie ce soir. Un peu d'histoire pour arriver à l'économie. Alors on va parler, Teva Rohfritsch, des tontons et des papas. Papa Chirac, oui. C'est fini. Aujourd'hui, c'est tonton Hollande. Mais il y a eu tonton Mitterrand. Vous allez comprendre où je veux en venir. Tonton Mitterrand, c'était son vrai surnom. Quelques dates. 8 avril 92, Mitterrand annonce la suspension pour 1 an des essais nucléaires. Branle-bas de combat ici, dans la foulée. Le pacte de progrès signé avec l'État en 93. 1 an plus tard, le 5 février 94, la première loi d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française. Quelques résultats, ils sont probants. Les ressources propres du pays sont passées de 30 à 45% avec cette loi, de 35 à 75 milliards, vous le savez, 20 000 emplois créés et 16 000 logements sociaux construits. Dans votre programme en 10 points, qui est distribué par vos militants dans les rues, la mise en place d'une loi cadre de reconversion économique sur 10 ans et des contrats d'avenir État-Pays Europe. Il y a 4 lignes. Je reste sur ma fin, bien évidemment. Il y a certes pour vous, au cas où vous êtes élu, des urgences à régler, on va en parler tout de suite, mais la négociation avec l'État sur un projet de développement durable de la Polynésie française ne s'impose-t-elle pas tout de suite d'urgence? Merci Marie-Christine pour ce rappel historique, parce qu'effectivement, le temps des tontons et des papas est fini. Il y a une nouvelle génération politique qui est arrivée aux commandes de la République. Nicolas Sarkozy et aujourd'hui François Hollande font partie de cette même génération. Cela veut dire qu'il est aussi fini ce temps où on a amené quelques glacières de langoustes en échange de chèques en blanc. Il y a besoin effectivement de rétablir une relation de confiance, une relation de travail avec l'État, mais une relation objective, et de venir avec des projets, avec une vision d'avenir et avec ce que l'on souhaite tous, c'est-à-dire non pas une autonomie qui a été construite contre l'État, mais une autonomie qui doit se construire avec l'État. Parce que ce qui est important, c'est que l'on prenne les décisions au plus près de nos citoyens polynésiens. Mais il est important qu'on construise avec l'État. Nous sommes bien un pays d'outre-mer autonome au sein de la République française. Donc arrêtons cette logique absurde de l'affrontement avec notre premier partenaire économique. Et c'est avec l'État qu'il faut construire. Vous avez raison. Dès que nous arriverons au pouvoir, si les électeurs nous font confiance dimanche, et je n'en doute pas, eh bien, il faudra, dès le démarrage, ouvrir ces discussions avec l'État. Je l'ai mis parmi les 10 points, c'est le point numéro 4, parce que le temps de ces discussions, il va falloir effectivement préparer cette loi. Ce qui a manqué dans le dernier contrat de projet, c'est qu'il n'était pas encadré par une loi qui avait une visibilité, qui donnait de la visibilité sur 10 ans. Les 2 précédents contrats de développement étaient en application de cette loi d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française. Il est donc important de revenir à ces fondamentaux, qu'il y ait une loi votée par le Parlement national qui fixe les grands objectifs de développement de la Polynésie française.
Vous le savez, on n'a pas de nickel, on n'a pas de pétrole en Polynésie. Nous avons le tourisme, le secteur primaire qui a été quand même le parent pauvre des différents gouvernements et des dernières décennies, l'agriculture et la pêche en particulier. La perle noire doit retrouver la place qu'elle occupait auparavant. Et nous avons également quelques secteurs d'avenir, nous l'avons identifié, ce sont les énergies nouvelles, les énergies renouvelables, mais également l'économie numérique, puisqu'on s'est doté d'un câble, et je suis sûr qu'il y a une capacité de créativité importante dans notre pays. Donc vous irez assez vite à Paris. Il faudra aller à Paris, et pas dans une logique de main tendue, dans une logique de partenariat. Il faut faire en sorte que l'on construise avec Paris, avec la métropole, cet avenir que nous devons envisager pour les Polynésiens. Il faut arrêter de construire contre Paris. Et l'autonomie, ça n'est pas être contre Paris. Ça n'est pas non plus être à genoux. Que Gaston Flosse, alors. Ça n'est pas non plus être à genoux, parce que Paris a aussi des responsabilités. Et vous avez vu que parmi les 10 points qui sont présentés, il y a également cette question de l'après-nucléaire et de cette loi Morin qu'il faut à tout prix reprendre. Et il faut que l'État également prenne ses responsabilités. Traitement des conséquences économiques, sociales, sanitaires de l'après-nucléaire. Ce partenariat avec l'État, comment pourra-t-il être si différent, puisque c'est également ce que prône Gaston Flosse dans son programme. Pourtant, vous critiquez beaucoup ce programme. En quoi ce partenariat peut-il être si différent? Finalement, il est incontournable, on a l'impression. D'abord, je ne critique pas le programme de Gaston Flosse parce que je n'ai jamais entendu son programme. J'ai entendu un homme qui veut simplement récupérer un siège. Par contre, ce que je puis vous dire, et ce qui est regrettable, c'est que M. Flosse avait noué une relation personnelle avec Jacques Chirac. Et c'est dangereux et ça n'est pas souhaitable pour la Polynésie. Je ne souhaite pas nouer une relation personnelle avec François Hollande. Je souhaite que la Polynésie ait une relation durable avec le partenaire de l'État, le partenaire État. Quel qu'il soit, parce qu'il est important que l'on fige dans la durée nos grandes orientations. Le danger de ces relations personnelles, on a pu voir qu'il y a eu quelques dérives tout de même, ce n'est pas moi qui le dis, mais d'autre part, on a pu aussi constater que quand l'un des deux protagonistes n'est plus là, eh bien tout s'arrête. La Polynésie a besoin de s'inscrire dans le temps, au-delà de Te Varufric, au-delà de Gaston Flosse, ou au-delà de celui qui gagnera cette élection. Et c'est peut-être là le point de divergence fondamental. Est-ce que ce projet de société que tout le monde attend, les patrons, les syndicats, on a eu un appel historique en mars 2011, tous unis, les États généraux de 2009, est-ce que ce projet de société, s'il n'est pas encore finalisé par vous-même et vos partenaires, est-ce qu'il, au fond, il n'a pas fait les frais du temps passé à constituer votre rassemblement, votre liste et votre parti? Nous avons un projet, nous, qui est prêt, effectivement. Mais nous souhaitons le mettre en concertation. On parle de loi d'orientation. Absolument. Nous avons démarré ces travaux pour avoir ce chapeau nécessaire, parce qu'avant de déployer des moyens, il faut qu'on ait un objectif commun. Mais souvenez-vous tout de même, pendant les États généraux de l'Outre-mer, la population polynésienne a largement participé, y compris au Raromatai d'ailleurs, puisque spontanément, ils avaient constitué leur propre équipe. Et je les salue et j'en profite ce soir. Et donc, il y a cette capacité des Polynésiens à se projeter. Il y a eu tout un tas d'études. Je crois que les des gouvernements et des ministères sont pleins d'études, de projections qui ne demandent qu'à être mises en application. Il y a eu les assises du service public également qui se sont tenues. Vous avez les fonctionnaires qui se sont positionnés sur le recentrage du service public, sur les réformes à mener pour qu'il y ait mieux d'administration. Aujourd'hui, aucun gouvernement, c'est bien ça le problème, ne prend les décisions qui s'imposent. Elles sont trop impopulaires selon vous? Encore une fois, je pense qu'il faut du courage en politique. Parce que si on continue à se mettre la main sur les yeux, parce qu'on ne veut pas voir le mur qui approche, on envoie tout le pays dans le mur. Et c'est l'un des messages aussi peut-être de cette prochaine élection, c'est qu'il faut mettre en place une équipe qui aura le courage de prendre les réformes en concertation, parce que si elles sont impopulaires, c'est qu'elles auront été mal expliquées. Il est important que l'on change ce système parce qu'il a vécu et on ne peut plus le financer. La place de l'emprunt dans votre programme, mesuré, dites-vous. Vous déclarez par exemple vouloir supprimer le dernier prêt de 4 milliards contracté par le gouvernement Te Maru auprès d'une banque européenne. Mais comment allez-vous faire sans emprunter, même d'une manière modérée? Comment allez-vous faire? Oui, 2011, 2012, 2013, des années blanches. Si vous êtes élu, vous allez retrouver avec un tas de factures, avec 20% de recettes fiscales en moins, 13 milliards de dettes à payer par an, vous connaissez ces chiffres, 12 milliards pour le FIP, 3 milliards pour amender le régime de solidarité de la Polynésie, 3 milliards pour l'hôpital, etc. 1 milliard de déficit du FRPH, il faudra bien emprunter. Vous constatez avec moi le déficit structurel de ce système qui a été mis en place. Attention, lorsqu'on parle d'emprunt, il y a deux types d'emprunts. Bien entendu qu'il faudra certainement mobiliser les banques pour gérer la trésorerie du pays et faire en sorte que le pays honore ses dettes.
Ensuite, il y a le volet d'emprunt qui va concerner le volet de l'investissement du pays. Et nous disons qu'il faut un emprunt modéré. Aujourd'hui, les gouvernements arrivent à peine à pouvoir emprunter une dizaine de milliards, et je crois même un peu moins cette année. Il est important que l'on revienne à une relation de confiance avec l'État, qui, je vous le rappelle, quand même donne des signes aux banques, si bien privées qu'elles soient-elles, de manière à ce que l'on puisse, avec les banques, à la fois trouver la confiance nécessaire pour financer la trésorerie du pays, mais avoir un volume d'emprunt modéré. Nous pensons le monter de 8 ou 10 milliards à 15 milliards par an, et avoir un programme d'équipement public modéré. Parce que nous disons qu'il faut arrêter ces investissements pharaoniques. Parce que l'emprunt, qui rembourse cet emprunt? Ce sont les 270 000 habitants polynésiens. Et vous savez que la fiscalité repose à 70% sur la fiscalité indirecte, c'est-à-dire tous les consommateurs, y compris ceux qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui, qui vont rembourser ces emprunts. Et je suis effaré quand je constate qu'à la fois Gaston Floss et Oscar Temaru envisagent, sur des périodes plus ou moins fixes, d'emprunter jusqu'à 500 milliards de francs pacifiques. 500 milliards pour refaire des grands travaux. On nous a parlé de cet aéroport à 60 milliards, on nous a parlé de Faratea, la facture de Faratea, c'est 100 milliards. On nous a parlé de Te Aranui, c'est encore une centaine de milliards. Qui va payer tout ça? Il faut arrêter. En Calédonie, ils ont refait l'aéroport de Calédonie, climatisé entièrement, une vraie vitrine de la culture calédonienne. Il m'a été indiqué que ça coûtait autour de 12 milliards, entre 12 et 60 milliards. Vous ne croyez pas qu'on peut trouver quelque chose de plus raisonnable? 15 milliards par an, pas plus. Vous dites pas de projet pharaonique, mais on a vu dans votre programme un projet de route des coteaux à Tahiti. Justement, est-ce que ça ne ressemble pas au projet Te Aranui du Tahuela en 2004? Ça n'a rien à voir. Hein. La route des coteaux est sur une distance bien plus courte et va permettre de désengorger cette entrée sur Papeete. Te Aranui, je vous le rappelle, partait de Punavia pour aller jusqu'à Travo. Je constate aujourd'hui, plutôt que sur ce tronçon que vous évoquez, il vaut mieux davantage mettre en place ce qu'on appelle des réseaux secondaires. C'est-à-dire permettre, sur le foncier qui a déjà été acquis par le pays, d'avoir des réseaux routiers, des petites routes qui viennent drainer les communes. Parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes de la circulation, c'est que la circulation communale vient se mélanger à ceux qui traversent toute l'île pour aller travailler le matin. Et donc, pour la sécurité de nos enfants, pour la sécurité des habitants de ces communes, il est important de mettre en place des réseaux secondaires. Vous voyez que c'est une autre façon de voir les choses. C'est une zone très habitée. Est-ce qu'il y aura des expropriations? Absolument pas. Il y a déjà eu quelques expropriations. Et aujourd'hui, le territoire est propriétaire d'un certain nombre de terres. Ce qui est un comble, c'est que les propriétaires ont été expropriés, ils ont été indemnisés, et aujourd'hui, ils habitent encore ces maisons-là. Et un certain nombre le gouvernement actuel veut rendre ces terres. Je veux dire, il y a eu un pas qui a été franchi. Il est important de profiter de cette situation pour mettre en place ces réseaux secondaires pour que la population de la commune de Paea ou de Punavia puisse circuler plus naturellement dans sa commune. Mais ce qu'on veut dire également, c'est que les équipements publics, bien sûr qu'on va en faire, mais arrêtons de considérer un équipement comme un moteur uniquement de relance. Parce que lorsqu'il est mis en fonctionnement, il faut bien pouvoir payer ce fonctionnement. Regardez l'hôpital. L'État nous avait prévenu. Au départ, la facture était de 10 milliards. Ça finit à 40 milliards. Aujourd'hui, avec le même nombre de lits quasiment que celui de Mamor. Vous avez vu les problèmes de fonctionnement. On est passé de 17 à 20 milliards de coûts de fonctionnement annuels. Qui va payer tout ça? Il reste 4 minutes. Je voudrais aborder deux thèmes. On ne trouve pas trace dans votre programme de projet de réforme globale de la fiscalité, mais des mesures distillées par-ci par-là pour soutenir le secteur privé. Pourquoi? Et pour quand l'ouverture de ce chantier attendu par les partenaires sociaux, depuis, je dirais, perpétuité, mais aussi par la population dont le pouvoir d'achat reste victime d'une fiscalité indirecte trop massive? Le principe de la fiscalité, vous le connaissez tout autant que moi, c'est que pour qu'il soit admis, il faut à la fois les fondements de cette fiscalité et l'utilisation du fruit de cette fiscalité soient connus de tous. Donc, bien entendu, nous ouvrirons dès notre prise de fonction cet atelier, ce chantier, comme vous l'avez appelé, parce qu'il est important d'associer tous les acteurs économiques. Une fiscalité ne peut pas se décréter sur un programme électoral ou se décréter dans le cadre d'un bureau, d'un président qui serait à nouveau élu. Il est important de réformer le système, mais il faut associer l'ensemble. Parce que payer de l'impôt, c'est facile de donner des taux, des ratios et des assiettes. Mais ce qui est important, c'est de savoir aussi pourquoi est-ce qu'on paye cet impôt et qu'est-ce qu'on va faire avec cet impôt. Donc je crois que la transparence, il faut la jouer sur tous les plans. Pas simplement sur les recettes, mais aussi sur les dépenses. Et c'est ce que nous allons mettre en place dès le lendemain des élections. Ce sont ces ateliers, effectivement,
de préparation de la nouvelle fiscalité. Mais comme je le disais tout à l'heure, on passe souvent on parle souvent de la fiscalité pour les personnes physiques. On parle souvent de la TVA également. Mais on oublie tout un pan de la fiscalité qui concerne les entreprises, qui sont aujourd'hui complètement étouffées. Et je pense notamment aux petites entreprises, pas aux grandes, aux petites entreprises qui sont taxées sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, plus elles ont d'activités, elles arrivent à se développer, plus elles sont taxées. C'est un repoussoir économique et c'est une hérésie économique. Pour enflouer les caisses du pays, vous préconisez la réduction des dépenses publiques. Pas de licenciement, mais des compressions. 49 services, vous souhaitez les réduire de moitié, 0 coût, vous dites. Sauf que vous voulez redéployer une partie de ces effectifs de l'administration du pays dans les archipels. Ça a un coût. Et au bout du compte, la facture de 32 milliards pour les salaires de la fonction territoriale, elle va être plus lourde. On peut faire mieux avec ce qu'on a. Il y a une capacité, effectivement, à réunir les services administratifs, à les fusionner pour faire des économies sur les fonctionnements de ces services. Nous avons la capacité, et ce sont les assises du service public qui en donnent les orientations principales, qui nous donnent les moyens, effectivement, de faire cette réforme importante. Il faut redéployer. Il ne s'agit pas de maltraiter les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires, aujourd'hui, faut qu'ils le veuillent. Ils ne font qu'appliquer les directives, les lois qui sont votées. Donc, lorsqu'on parle de réforme de l'administration, il ne faut pas parler que de la fonction publique. Il s'agit aussi de retirer, je parle souvent de cette toile d'araignée qui a été tissée sur tous les secteurs économiques, qu'on appelle administration. Il ne faut pas confondre l'administration et les fonctionnaires. Cette toile d'araignée qui vient tout réglementer, qui vient étouffer les secteurs économiques. L'Assemblée aura beaucoup de travail cette année, parce qu'il va falloir prendre des lois de pays et des textes pour déréglementer un certain nombre de sujets et faire en sorte que l'on puisse alléger les procédures administratives et redéployer les fonctionnaires au plus près des citoyens. Les SEM, les EPIC, les établissements publics, budgétivores, 38 milliards. Ils font partie de cette toile d'araignée qu'il faut enlever. De fonds publics injectés par an. Là, vous allez compresser ou supprimer? Il va falloir supprimer un certain nombre de satellites. Je pense à Tahiti Nui Ravae. Je suis totalement effaré. J'ai appris ce matin, parce que le programme de défiscalisation de Sétonier s'achève bientôt. Tahiti Nui Ravae n'a de raison d'être que parce qu'il y a eu un moment, un portage en défiscalisation qui a été fait, sauf qu'un gouvernement est venu créer à l'intérieur une société Avaya qui vient embaucher les marins pêcheurs et les capitaines de pêche pour les mettre sur les bateaux de pêche que nous avons payés dans le port de pêche qui a été financé sur fonds publics. On a inventé une nouvelle économie mixte en Polynésie. Elle est plus public-privé, elle est public-public. Il faut changer tout ça. Et ça passe effectivement, les économies de l'outil administratif global passent par la suppression d'un certain nombre de SEM. Il faut redonner la possibilité au secteur privé de s'exprimer et arrêter de lui faire concurrence sur fonds publics. Une dernière question avant de passer à la partie politique. Dans votre programme, vous parlez d'arrêter les expulsions des logements sociaux. Est-ce que ce n'est pas un peu démagogique lorsqu'on voit qu'il y a 2 milliards de francs de loyers impayés à l'OPH? Absolument pas. En période de crise, ce n'est pas en précipitant les habitants des logements sociaux dans la rue, avec tous les SDF d'ailleurs que l'on constate encore à Pape-Été, que l'on va régler le problème des populations. Parce que ce qui manque finalement dans le traitement de ces impayés, c'est qu'il y ait une vraie prise en compte personnalisée des situations de ces ménages. Il y a aujourd'hui l'AFL qui a été mise en place. Vous avez la possibilité de réétaler ces dettes avec un dossier d'aide familiale au logement qui permettront d'avoir un complément de revenus pour pouvoir honorer les dettes de ces personnes qui n'ont pas pu payer à un moment leur logement. Parce que aussi des politiques ont fait campagne en disant « votez pour nous et vous ne payerez plus ». Là, vous parlez du PLD. Je parle de tous ceux qui l'ont fait parce qu'il me semble qu'ils n'ont pas été les seuls à le faire. Certains ont changé de dialogue entre deux tours. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il est important d'arrêter de mettre dehors les gens qui aujourd'hui ont un toit en cette période de crise. Par contre, il faut les aider à monter les dossiers parce que certains ont des dettes telles qu'ils n'osent même plus aller à l'OPH de peur d'être renvoyés, effectivement, pour monter le dossier d'aide familiale au logement. Ils n'osent plus aller voir les systèmes sociaux et les services sociaux. Il faut suspendre tout ça, mettre des effectifs, quand on parlait de redéploiement de l'administration, mettre des effectifs pour aller aider ces personnes en difficulté à monter des dossiers et avoir un plan d'étalement des dettes. Alors juste avant de passer à la partie politique, on va regarder le compteur SMS qui a explosé. Plus de 4000 SMS reçus, 4207. Teva Rohfritsch vous a-t-il convaincu? Oui à 65%, non à 35%. Et vous pouvez continuer de réagir en envoyant oui ou non par SMS au 7011. Et on passe tout de suite à la politique avec Michael Tapoutou des Nouvelles de Tahiti. Alors, Lucille, Monsieur Rohfritsch, bonsoir. Donc, comme l'a rappelé précédemment Hélène, vous avez un parcours brillant, des études post-bac
bac, diplômé. Vous avez été très jeune ministre, c'était en 2003, vous aviez 28 ans seulement, il y a 10 ans de cela. Ministre sous Floss, sous Tong Song, sous Temaru, sous tous les présidents en fait. Donc vous êtes un peu produit, une illustration de la bourgeoisie demi qui truste la plupart des grands postes en Polynésie. Et pourtant, vous affirmez que vous voulez changer de système. Donc est-ce qu'on peut changer le système quand on est une incarnation même du système et une représentation du système? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de crédibilité dès le départ? D'abord, Michael, je veux vous dire que j'aime beaucoup votre franc-parler. D'autres se sont énervés à ma place. Moi, au contraire, je trouve que ça donne de l'oxygène d'avoir des gens qui disent que beaucoup pensent. Ça nous permet d'y répondre. Il y a beaucoup de Polynésiens aujourd'hui qui ont fait des études bien plus brillantes que les miennes. Je n'ai pas la prétention d'avoir fait des études très brillantes. J'ai bossé, effectivement, et je suis allé à Paris dans les universités. Aujourd'hui, si vous retracez effectivement mon parcours, j'ai eu la chance et l'honneur de servir mon pays à plusieurs reprises dans plusieurs gouvernements. Mais je voudrais en profiter pour rectifier une vérité qui n'en est pas une. Si j'ai été dans plusieurs gouvernements avec les 3 présidents qui se sont succédés, c'est parce qu'à l'époque, j'étais au Tahuera Huiratira. Et c'est le président du Tahuera qui, à chaque fois, a passé de nouvelles alliances et m'a envoyé avec d'autres. Il y a eu M. Rivetta et un certain nombre d'autres, M. Fritsch, qui ont pu participer à différents gouvernements. C'est par le Tahuera, et ce sont les alliances du Tahuera qui ont aujourd'hui conduit à d'ailleurs cette instabilité politique, parce qu'à peine créait-il une nouvelle majorité qu'il se retirait de celle-ci et fomentait la nouvelle motion de défiance. Alors, c'est aussi ça que nous voulons rejeter. Effectivement, il faut tirer les leçons du passé, et c'est important. Je ne me sens pas aujourd'hui mandaté par une partie des demi ou une partie de la classe sociale de notre pays. Je pense que ce qui est important, c'est que tous ceux qui veulent tourner cette page de cette histoire, eh bien la tournent avec nous. Monsieur Temaru et Monsieur Floss, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le même combat. Regardez, nous parlons de politique, les deux sont en train de s'auto-satisfaire et de se dire qu'ils seront seuls présents au second tour. C'est d'abord un déni de démocratie, parce que ça veut dire qu'ils ont fait eux-mêmes le choix des électeurs. Ça ne nous étonne pas beaucoup. Et ils disent, de toute façon, il n'y aura que le Tahuera et l'UPLD au second tour. Moi, je peux vous dire qu'après toutes les rencontres qu'on a faites sur le terrain, à Tahiti, à Moorea, au Raromat, et dans tous les archipels, aux Marquises, nous avons une délégation également aux Australes cette semaine, au Tuamotu, eh bien, la Polynésie est en train de se lever. Et je crois qu'il y aura, le vent du changement va souffler sur les urnes le 21 avril. On se souvient justement de votre colère suite à votre éviction du gouvernement Tong Sang. Aujourd'hui, on retrouve Gaston Tong Sang à vos côtés. Est-ce que ça veut dire que les rancœurs du passé peuvent s'oublier? Dire simplement qu'il faut regarder vers l'avant. Nous nous sommes expliqués avec Gaston Tong Sang. N'oublions pas le contexte également, parce qu'on parlait de cette instabilité politique. M. Floss, par l'intermédiaire de M. Fritsch, a créé cette nouvelle plateforme autonomiste avec M. Gaston Tong Sang. Quelques semaines après, nous avions une situation complètement ubuesque où vous aviez des ministres Tahuera, et moi je n'étais plus au Tahuera, mais c'est le Tahuera qui m'a demandé de participer à ce gouvernement, et vous aviez une assemblée où il n'y avait plus que 9 représentants qui soutenaient ce gouvernement, puisque le Tahuera lui-même à l'Assemblée ne soutenait pas ses propres ministres. Et donc il y a eu cette situation assez folle où à coup de guerre des nerfs et de guerre de tensions énormes qui ont pesé sur Gaston Tong Sang, celui-ci a pris une décision, à mon avis, qui était une erreur, d'évincer la moitié de son gouvernement et donc finalement de donner raison à Gaston Floss qui a tout fait pour qu'il perde son siège. Donc vous êtes expliqué avec M. Tong Sang. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez vous expliquer de la même façon avec Gaston Floss ou avec Oscar Temaru à la veille du second tour? Vous savez ce qui différencie M. Tong Sang de M. Floss et Temaru, c'est que M. Tong Sang est le seul président qui a exercé cette fonction en Polynésie qui accepte de soutenir quelqu'un d'autre. C'est le seul qui a accepté de me mettre en tête de liste, avec d'autres, avec nos partenaires, M. Roni Toumarey, M. Philippe Schill, Mme Nicole Bouteau, eh bien de soutenir le renouvellement à la fonction la plus haute de notre pays, qui est celle du président de la Polynésie. Et je ne pense pas, en tout cas vous avez vu la campagne qui a été menée, que M. Temaru et M. Floss sont prêts à céder leur siège. M. Floss va à tout prix récupérer son siège. Il sait qu'il en a peut-être pour quelques mois à cause de ses affaires judiciaires. Nous ne sommes pas là pour le juger. Mais je trouve tout de même très étonnant et très inquiétant que l'on soit prêt à tout sacrifier à tel point juste pour récupérer un siège. Et je crois qu'au Tahuera, beaucoup doivent être aujourd'hui très inquiets de cette situation, parce qu'on ne parle plus du Tahuera, on parle de M. Floss et simplement de M. Floss. Donc on a compris, hein, votre message maintenant, c'est le vrai changement. Vous voulez changer le système. Le vrai changement, Tawimo en tahitien, Tawi 2004, Tawiroa 2005, donc 2004-2005 en 2013, et aujourd'hui on revient encore au slogan du Tawi. Parce que le Tawi n'est pas allé jusqu'au bout. Je reprends mon image de la toile d'araignée tout à l'heure.
cette toile d'araignée qui a été tissée partout, sur tous les archipels, sur tous les secteurs économiques. Avec le Taoui, finalement, on a changé l'araignée. Mais la nouvelle araignée qui s'est installée a simplement considéré que cette toile, finalement, était pas mal. Et nous souhaitons à la fois enlever l'araignée, mais aussi enlever cette toile d'araignée. Le vrai Taoui, c'est celui-là. Il faut changer le système dans lequel nous vivons aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus vivre dans ce système. On ne peut plus vivre au-dessus de nos moyens. L'une des caractéristiques de ces dernières années, c'est évidemment l'instabilité politique chronique. Et justement, parmi les membres et les figures emblématiques d'Atia Porinetia nouvellement formés, on retrouve des personnalités qui ont contribué à ces basculements, renversements de gouvernement et changements de majorité, que ce soit Nicole Bouteau, Philippe Schill, Gaston Tong-Song, encore Armel Merceron et Béatrice Vernaudan. Donc, est-ce qu'on pourra faire demain ce qu'on n'a pas pu faire hier avec les mêmes personnes? Est-ce qu'on peut changer avec celles qui ont justement contribué à toute cette instabilité? D'abord, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a que 11 représentants sur notre liste, 11 actuels représentants à l'Assemblée qui sont sur notre liste. Ensuite, tous ceux et toutes celles que vous venez de citer ont choisi de construire avec moi Atia Porinetia. Contrairement à Tota Toaya, qui était une simple liste qui rassemblait plusieurs partis politiques, aujourd'hui, samedi dernier, nous avons constitué ce parti qui rassemble l'ensemble de ces leaders. Ils m'ont choisi comme président. Et depuis le début de nos discussions, et c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps, j'ai été très ferme sur un point. Je ne serai pas le président des tractations, ni avant les élections, ni après les élections. Il n'y a eu aucune négociation pour obtenir un siège, une place au gouvernement, une place à l'Assemblée, une présidence de commission. J'ai refusé. Ceux qui aujourd'hui ont tenté de venir négocier et de venir engager ces tractations ne sont pas à Atia Porinetia. Et si vous regardez bien certaines autres listes, je ne voudrais pas les citer, mais ils ont accueilli ces girouettes qui ont pourtant fait basculer le pays depuis ces dizaines d'années. À Atia Porinetia, nous sommes allés au-delà. Vous savez que j'ai rendu mon siège à l'Assemblée parce que lorsque je n'étais plus d'accord avec le Tahuera, j'estimais néanmoins qu'on ne pouvait pas aller siéger au milieu ou d'un autre côté parce que c'est un scrutin de liste. Et donc j'ai souhaité, et ça a été accepté, que les 73 candidats qui se présentent, eh bien, signe une démission en blanc de l'Assemblée, et ce qui me paraît constituer un gage de stabilité. C'est-à-dire que chacun d'entre eux s'est engagé à démissionner de cette Assemblée et permettre donc aux suivants de liste de monter s'ils n'étaient plus d'accord avec la ligne du parti et avec le groupe à l'Assemblée. C'est un engagement important. C'est un engagement certes moral, mais il me semble important de prendre des engagements et de ramener de la morale dans la vie politique du pays. Nous sommes à la moitié pour cette dernière partie. Alors, concernant les membres de ce rassemblement Atia Porinetia, une de ses caractéristiques est également, à l'exception notable de M. Philippe Schill, c'est que tous quasiment ont biberonné au FEI sous Gaston Floss et tous ont fait leurs armes en politique et appris la gestion publique sous Gaston Floss. Donc, une question que pourraient se poser les électeurs, pourquoi voter pour les copies plutôt que pour l'original, en sachant ce qu'ils attendent en termes de gestion publique en fait, et gestion du pays? D'abord, j'ai envie de vous dire que nous avions tous largement dépassé l'âge du biberon lorsque nous sommes entrés au Tahuera Huilatira. M. Floss a détecté des talents et c'était sa force à l'époque de savoir s'entourer. Et donc il a su à un moment prendre des personnalités qui pouvaient apporter à la construction du pays. À ceci près qu'il ne s'agissait pas pour lui de venir apprendre à d'éventuels élèves, mais il s'agissait pour lui de trouver une équipe qui pourrait gouverner le pays, mais sachant que lui avait un mode de gouvernance très centralisé. Et c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui. Il faut arrêter d'estimer qu'une seule personne doit déterminer l'avenir et les projets de l'ensemble de la Polynésie, de l'ensemble des archipels, de l'ensemble des secteurs. Bien entendu, nous avons pu, pendant ces années, nous confronter à la dure réalité de la gestion d'un pays, confronter à ce qu'est un Conseil des ministres, à la préparation des documents officiels, des arrêtés en Conseil des ministres, d'une loi de pays qui doit être rédigée, présentée au Conseil économique, social et culturel, défendue à l'Assemblée en commission, puis défendue en séance plénière. Nous avons cette capacité à Atia Porinetia, peut-être contrairement à d'autres listes, qui ont aussi de bonnes idées, mais qui n'ont pas d'expérience. C'est bien d'avoir des hommes et des femmes qui, dès le lendemain des élections, peuvent se mettre au travail. Une dizaine d'années d'expérience en politique comme vous, c'est suffisant pour diriger un pays face à d'autres candidats comme Gaston Floss ou Oscar Temaru qui ont une quarantaine d'années d'expérience? À quel âge faut-il avoir pour diriger le pays? Je vous retourne la question.
Je ne suis pas non plus un adolescent boutonneux. J'ai bientôt 40 ans, j'ai travaillé depuis que j'ai l'âge de 22 ans, et nous avons une équipe qui effectivement a de l'expérience. Nous avons des maires qui sont aujourd'hui un peu plus âgés que moi, qui ont aussi une expérience et la proximité avec les populations, et nous avons des personnalités de la société civile. 41 personnes viennent de la société civile sur notre liste, des jeunes, mais aussi des moins jeunes, de nouveaux visages, qui souhaitent simplement s'investir en politique. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si on veut vraiment changer le système, on ne peut pas reprendre ceux qui ont mis ce système en place. En 2004, beaucoup ont voté pour Oscar Temaru, beaucoup de nos électeurs ont voté pour Oscar Temaru, pas pour l'indépendance, pour changer, pour le Taoui. Parce qu'ils ont voté pour l'un, pour éviter d'avoir encore l'autre à la tête du pays. Et aujourd'hui, le Tahuera est en train de dire, votez à nouveau pour l'autre, parce que vous ne voulez plus voir l'un. On ne va pas continuer pendant 10 ans comme ça, à bipolariser effectivement la vie politique de notre pays. Donc il y a autre chose qui peut se faire. c'est de regrouper les déçus du Tahuera et de l'UPLD? Il ne s'agit pas de déçus, il s'agit de regrouper ceux qui veulent tourner cette page et écrire un nouveau livre pour la Polynésie. Il y a une nouvelle génération politique qui se met partout dans le monde en place. Il est important que l'on fasse ce saut également en Polynésie. Il reste 5 minutes, Mickaël Tapoutou. Vous venez d'annoncer, vous ne serez pas le président des tractations à la tête de Atia Purinitia. Pourtant, concernant bien la question essentielle des alliances à l'issue du premier tour, alliance éventuelle, vous entretenez un flou artistique. Vous êtes prêt à faire barrage à l'indépendance, mais vous ne voulez surtout pas que Gaston Floss revienne au pouvoir. Est-ce que ce soir, vous pouvez donner une position ferme? Soit vous serez ouvert aux négociations avec tout le monde, ou alors vous ne ferez absolument aucune alliance, aucune discussion, comme le genre d'annonce qu'a pu faire le Tahuera, par exemple, précédemment? Gaston Floss a confirmé sur votre antenne qu'il ne ferait aucune alliance au deuxième tour. Alors, il l'a dit en tahitien, en réothéti, mais pas en français. Il n'a pas été aussi clair. Dans le flou artistique, je crois qu'il est maître en la matière. De notre côté, nous souhaitons vraiment que le changement se fasse le 21 avril. Et si nous sommes en tête, effectivement, des autonomistes, nous ouvrirons les portes à la famille autonomiste pour faire en sorte que nous puissions rassembler ces autonomistes dans le cadre de cette élection. Mais il ne s'agit pas de tractation. Parce que ce qui est déterminant pour nous, si nous sommes en tête, c'est que ce soit le programme de Atia Purinitia qui soit appliqué et que les mêmes engagements qui ont été pris par nos candidats soient pris par ceux qui souhaitent nous rejoindre. Ça, j'y tiens, parce qu'il n'est pas question, au travers de discussions d'alliance, de venir fragiliser la prochaine majorité de l'Assemblée. Par contre, si nous ne sommes pas en tête, les autres autonomistes ont déjà répondu, ils ne souhaiteront pas faire d'alliance. C'est pour ça que nous disons aux électeurs, le changement, c'est au premier tour. Il faut se mobiliser. Notre ennemi, c'est surtout l'abstention. Un certain nombre des Polynésiens vont attendre de voir ce qui se passe au premier tour. Nous leur disons non, et nous les rencontrons tous les jours. Il faut se mobiliser. Les jeunes, il faut aller voter. N'attendez pas le deuxième tour. C'est maintenant. Vous avez un pouvoir infini, immense, que la République française nous donne, c'est celui du vote. Il faut exercer ce droit de vote. Vous annoncez également donc parmi vos promesses non au gaspillage et aux affaires. Vous souhaitez une gestion saine de l'argent public. On voit en France que au niveau du gouvernement, c'est une question majeure récemment sous les feux de l'actualité. Est-ce que vous, au-delà des promesses, vous avez des mesures concrètes concernant cette transparence sur la gestion des deniers publics, peut-être par rapport, dans un premier pas, à la divulgation du patrimoine des élus? Écoutez, je ne suis pas opposé. Si nous sommes élus, effectivement, il faut jouer cette transparence. Il faut y voir aussi, attention, une marque de voyeurisme qu'on peut aussi avoir. Parce qu'on a quand même eu une vie privée avant d'être homme politique et on en aura une après. Je n'ai pas l'intention de me présenter jusqu'à 82 ans à la tête de notre pays. Par contre, c'est vrai qu'il est important que les Polynésiens s'assurent que ceux et celles qui prennent des fonctions importantes dans le pays ne s'enrichissent pas sur le dos des Polynésiens. Parce que nous avons constaté tous qu'il y a eu des dérives. Donc, la transparence, oui, nous le ferons. Si je suis élu, nous jouerons cette transparence, effectivement. Mais je dois dire aussi que, vous savez, tous les ans, lorsque vous êtes élu, à l'entrée à l'Assemblée, ou lorsque vous commencez à exercer un mandat, vous déclarez votre patrimoine au Conseil d'État. Ça n'est pas public. Mais je veux dire, cet exercice est déjà fait. Et donc, ça n'est pas beaucoup plus gênant qu'à un moment, si on est élu. Parce que tant qu'on n'est pas élu, on a droit à une vie privée. Mais lorsque l'on est élu, on devient un personnage public. Donc pourquoi pas effectivement diffuser ce patrimoine, à condition que ça ne tombe pas dans le voyeurisme, pour certainement se dire voilà ce qu'un tel a eu, voilà ce qu'un tel a. Mais si c'est pour s'assurer, ça peut rassurer les Polynésiens sur le fait qu'on ne vient pas s'enrichir sur leur dos, je pense que c'est une bonne chose.
Donc vous répétez que vous ferez la transparence sur la gestion des deniers publics, mais concrètement, quel type de mesures le public peut s'attendre à voir pour être certain que son argent est bien utilisé et de ne pas devoir attendre les rapports de la CTC? Et on terminera là-dessus. Nous ferons un bilan tous les ans. Je pense que, et je l'ai retenu pendant nos tournées sur le terrain, beaucoup de Polynésiens disent oui, mais c'est très bien, là on vous voit, mais après on ne vous voit plus pendant 5 ans. Si je suis élu président de la Polynésie française, d'abord je souhaite dire à tous les Polynésiens que je serai un président à 100%. Je n'irai pas solliciter d'autres mandats pendant mon mandat de président. Je crois qu'un président doit se consacrer à sa fonction. Il ne doit pas être maire, député, sénateur en même temps, il doit être président à temps plein. Ensuite, je me suis engagé, j'irai voir tous nos archipels, tous nos quartiers, l'ensemble de la Polynésie pendant ce mandat de 5 ans. Je pense qu'il faut rendre des comptes. Il faut annuellement que le bilan ne fasse pas que le gouvernement ne fasse pas simplement un bilan à l'Assemblée, mais qu'il fasse un bilan envers sa population, qu'il aille les rencontrer, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Il est important de rétablir aussi une relation de fusion, de confiance entre ceux qui gouvernent et ceux qui aujourd'hui observent tout cela. Donc c'est important. Nous rassemblerons également tous les ministres, et tous les cabinets ministériels au même lieu. Nous verrons si ça rentre dans l'ancienne caserne proche. Mais il est important aussi d'arrêter de louer et de séparer les ministères pour qu'on balade les Polynésiens d'un bureau à l'autre. Nous rassemblerons tout le gouvernement au même endroit. Ça fera quelques économies également de voitures. Il n'y aura plus de voitures de fonction, mais des voitures de service qui, la journée, tourneront pour faire en sorte qu'on gère mieux, effectivement, l'argent des Polynésiens. Voilà quelques mesures et nous en prendrons d'autres. Ce que je veux vous dire, c'est que les Polynésiens doivent nous faire confiance aujourd'hui. Il est temps de tourner cette page. Je suis prêt et notre équipe est prête à diriger le pays. Ne tombons pas dans les pièges, effectivement, de ces anciens partis qui se voient, eux, gagner. Merci Teva Rohfritsch, on terminera là-dessus. On va juste regarder une dernière fois le compteur SMS. Beaucoup de SMS reçus encore ce soir. Ils vont s'afficher tout de suite. Plus de 6000 SMS, presque 7000, 6900 SMS. Teva Rohfritsch vous a-t-il convaincu? Oui à 66%, non à 34%. Teva Rohfritsch, une dernière question. Ça n'a pas valeur de sondage, évidemment, mais 66% des téléspectateurs ont été convaincus ce soir. Est-ce que ça vous rend confiant pour ces élections ou est-ce que c'est une trop courte avance? 2/3 de ceux qui se sont exprimés me font confiance. Je crois que ça présage d'une surprise le dimanche 21 avril. Le vent du changement est en marche et je pense vraiment que les Polynésiens ont envie de tourner cette page, celle d'Oscar Temaru et de Gaston Floss. Notre équipe est là, est prête à diriger le pays et je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui nous feront confiance dimanche parce qu'il est important que tous ensemble, on fasse le vrai changement dès le 21 avril. Merci Teva Rohfritsch, merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, le débat en tahitien animé par James O. Teva Rohfritsch répondra aux questions de Teiva Roe, Tawarili et Charles Ataroa de La Dépêche. Prochain débat la semaine prochaine avec les candidats encore en lice pour le second tour. Vous pouvez continuer de voter par SMS au 70 11. A tout de suite en tahitien. Bonne soirée.